Hey, salut à tous, c'est Anne Ambrosse et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du concept qui n'a toujours pas de nom. Il fut un temps sur YouTube où cohabitaient trois grandes forces qui dominaient la plateforme. La plus puissante étant probablement celle des podcasts, avec Cyprien, Norman ou encore Natou en tête d'affiche. Celle du gaming, avec en figure de proue Diablo X9, Gotaga ou encore Squeezie, qui était beaucoup plus destinée à un public masculin, constituait la seconde force de cette plateforme, donc YouTube, qui était encore émergente à cette époque. Mais dans le même temps, une troisième force écrasait absolument tout sur son passage et allait avoir une influence considérable sur le monde de YouTube et ce qui deviendra plus tard même le monde de l'influence, à savoir les youtubeuses beauté. Et là encore pour les têtes d'affiche, je pourrais en citer plein, mais je vais me contenter de citer Enjoy Phoenix, Ananas ou encore Je ne suis pas jolie. Mais évidemment, il y en avait plein d'autres. Et si je fais ce retour en arrière, c'est pour bien rappeler le contexte embryonnaire de la plateforme de YouTube à cette époque, qui n'avait ni code, ni normes, et un fonctionnement qui était globalement encore à définir. Et pour ce qui est des youtubeuses beauté, c'est aux alentours de 2012 que le phénomène commence vraiment à se développer en France. À cette époque, Enjoy Phoenix dépasse les 20 000 abonnés et les 2 millions de vues, ce qui était juste énorme pour l'époque. Pareil pour Sananas, avec même plus de 4 millions de vues selon les seules archives que j'ai pu consulter. Le principe est simple, des filles se filment dans leur chambre face à leur caméra, mais au lieu de faire des analyses de pop culture, elles donnent des astuces de beauté et de la vie de tous les jours. Et c'est très simple, ça cartonne. Le nombre de vues augmente très vite et elles deviennent rapidement les nouvelles idoles des jeunes. Les premières à se pencher sur ce nouveau marché bien juteux, ce sont les marques. J'avais fait une vidéo sur les placements de produits, comment ça fonctionne, etc. Mais globalement, il y a eu rapidement des études qui ont été faites sur le sujet, que ce soit en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Hollande, en Indonésie ou même aux États-Unis, sur l'influence des youtubeuses beauté par rapport à l'achat de produits de make-up pour leurs viewers. Toutes les études, sans exception, démontrent une influence très importante de ces figures de YouTube dans le fait de pousser à l'achat, notamment des produits qu'elles présentent. Alors, les marques de cosmétiques se sont mises à faire des partenariats, à envoyer des produits à ces influenceuses. Un personal branding, ou alors un marketing personnel, s'est rapidement développé. C'est un mot anglais qui peut paraître un peu technique, mais en fait c'est simplement pour définir que ces youtubeuses sont rapidement devenues des marques, ou en tout cas elles incarnaient des marques par leur biais soit de leur chaîne YouTube propre, à savoir Enjoy Phoenix est devenue une marque, soit par leur collaboration, où Enjoy Phoenix par exemple faisait une collaboration avec L'Oréal, et dans ce cas-là, elle incarnait L'Oréal. Et c'est un concept qui est pas tout neuf, puisqu'il date de 1997, et par exemple, les gens le faisaient déjà avant. On peut citer l'exemple de Donald Trump, qui nommait absolument toutes les infrastructures et tous ses projets Trump. Alors, le succès et l'argent ont poussé de nombreuses filles à également se lancer dans l'aventure. Ainsi, de nouvelles youtubeuses beauté ont commencé à émerger et se sont petit à petit imposées, jusqu'à ce qui serait selon moi l'apogée des youtubeuses beauté, vers 2015-2016, à l'époque où il y avait eu le salon Get Beauty par exemple, et plein d'autres projets dans le même style. Les youtubeuses commençaient à sortir leur propre ligne de cosmétiques, leur propre marque, et c'était vraiment l'apogée, elles faisaient le plus de vues. Mais avant de voir comment ce succès a pu leur échapper, menant jusqu'à leur quasi-disparition, je trouvais intéressant de revenir sur l'influence qu'elles ont eue sur toute une génération, notamment chez les jeunes filles. Et qui de mieux pour ça que Clarinette, qui est aussi youtubeuse, qui parle de culture et qui parle de féminisme et même de féminité. Et du coup, je lui ai posé quelques questions à ce sujet. Je dirais que déjà, elles incarnent pour moi une période de YouTube où on avait en tant que génération extrêmement peu d'exigences sur le contenu qu'on regardait. Je pense qu'on était tellement tous et toutes contents d'avoir du contenu qui était fait pour nous, accessible gratuitement par nos propres moyens, qu'en fait on se posait même pas la question de savoir si le contenu était vraiment intéressant ou non. On regardait à peu près tout et n'importe quoi qui nous était proposé et surtout on regardait les mêmes vidéos en boucle. Moi j'ai souvenir vraiment de tutos back to school de youtubeuses beauté où il y avait 25 fois le même à chaque rentrée scolaire et je regardais les 25 fois autant. Donc pour le coup j'ai vraiment un souvenir d'une espèce de consommation avide où je regardais tout ce qu'il y avait dans mon fil d'abonnement et où je me posais relativement peu la question de savoir si c'était vraiment bien ou pas et si ça m'intéressait vraiment ou pas. C'est évidemment des contenus qui ont joué une forme de rôle alors plus ou moins important sur le rapport à la féminité, sur le rapport à l'adolescence, sur comment on devient une jeune fille et surtout elles ont été les premières à m'apprendre quels étaient les sites sur lesquels commander du maquillage pas cher et je me rappelle très bien qu'avec mes cousines qui étaient vraiment les personnes avec qui je partageais le plus de discussions à ce propos et sur ce type de contenu, on a fait notre première commande ELF à l'époque où le site était vraiment le meilleur site de make-up pas cher qui existait sur internet et on devait avoir je sais pas 14 ans, un truc comme ça. Donc je pense qu'évidemment elles ont aussi influé sur quel était le physique idéal qui est pas forcément tout à fait sain avec l'idée qu'il fallait quand même avoir un physique qui était hyper normé et
le YouTube français, les particulièrement parce que comme il y a moins de place, il y a moins de monde forcément, ça resserre encore plus les vis du normatif. Il n'y a aucune youtubeuse française noire dans le top des youtubeuses françaises. C'était néanmoins un modèle qui me fascinait un peu parce que je considérais que c'était un peu le modèle idéal de réussite, de succès, de voir que des filles juste un tout petit peu plus âgées que moi pouvaient avoir des vies aussi stylées, gagner de l'argent, recevoir des cadeaux. Je pense quand même elles ont participé à leur insu, malheureusement parce qu'elles n'ont pas eu le choix, à forger ce que devait être une femme sur YouTube. Quand YouTube a démarré, on avait une répartition extrêmement genrée des contenus où les hommes faisaient de l'humour, du gaming et du sport. Et les femmes faisaient de la beauté et de la mode, qui est aujourd'hui devenu du lifestyle. Et je pense que le basculement du lifestyle, le basculement vers le lifestyle est le témoin en fait d'une véritable auto-censure qui s'est pratiquée chez les youtubeuses beauté et mode pendant extrêmement longtemps. Et puis qui à un moment se sont rendu compte qu'elles avaient le droit de faire autre chose. Et ça a été ça, ce basculement vers le lifestyle. En fait, elles se sont dit on va parler de vraiment ce qu'on aime et on va pas se catégoriser dans des catégories qui ne nous ressemblent pas. Et là, j'ai vraiment envie de parler d'Enjoy Phoenix, qui n'était clairement pas une youtubeuse beauté et mode, qui n'a jamais eu aucun talent particulier. Et c'est pas une critique dans ces domaines-là. C'était une très bonne youtubeuse pour parler de choses du quotidien, pour faire des recettes de cuisine, pour montrer comment décorer sa chambre d'ado et tout, mais elle a jamais été douée dans aucune des deux catégories dans laquelle on la catégorise. Je pense par exemple à toutes les youtubeuses qui font de la vulgarisation historique, je pense à C'est une autre histoire Manon Bril, je pense à Charlie Danger, qui sont des femmes qui produisent du contenu historique et qu'on accuse tout le temps déjà de faire du contenu pour femmes, du contenu trop féminin, alors que elles parlent d'histoire, et oui elles parlent des femmes dans l'histoire, mais parler des femmes dans l'histoire c'est pas faire du contenu féminin, c'est parler des femmes dans l'histoire. Et je trouve que c'est un exemple assez parlant d'à quel point en fait la catégorisation genrée des pratiques sur YouTube a complètement créé un modèle hyper binaire qui à mon avis trouble énormément et nous retire beaucoup de valeur sur la qualité du contenu qu'on pourrait avoir sur le YouTube francophone. Et j'espère que le YouTube francophone est petit à petit en train de se régénérer, d'avoir le sentiment que enfin, comme c'est le cas depuis bientôt 5-6 ans sur le YouTube anglophone, les gens ont le droit d'aller vers des sujets différents. C'est pas parce que c'est une femme qui parle que c'est adressé aux femmes en fait. Et je pense que malheureusement cette répartition extrêmement genrée du contenu sur YouTube dès les débuts participe aujourd'hui à avoir du mal à déraciner cette idée très très ancrée qu'une femme produit du contenu pour femmes, mais qu'un homme produit du contenu pour tout le monde. Bon, les youtubeuses ont donc eu une influence considérable sur toute une génération et sont à leur apogée vers 2015-2016 comme je l'ai dit juste avant. Mais à partir de 2017-2018, on peut dire que c'est le début de la fin. Effectivement, de nombreuses youtubeuses commencent à perdre de la vitesse et une baisse de vues commence également à s'amorcer. Social Blade, qui est un site qui permet de voir les statistiques des youtubeurs si ça vous intéresse, ne permet de remonter que jusqu'à 2018, mais c'est assez flagrant. Pour Sananas, en juillet 2018, elle faisait quasiment 9 millions de vues et gagnait 60 000 abonnés par mois. Actuellement, elle est à 3 millions de vues, soit 3 fois moins, et perd 10 000 abonnés par mois. Pour Enjoy Phoenix, c'était 7 millions de vues en 2018, contre 1,6 million de vues maintenant, et un gain de 50 000 abonnés contre moins de 10 000 actuellement. Mais ce ne sont pas les seuls. Je ne suis pas jolie est passé de 1,7 million à 160 000 vues mensuelles, Sandrea de 4 à 1 million. Bref, je pourrais faire durer la liste éternellement, et parfois il y a aussi des facteurs explicatifs extérieurs, tels que le fait que certaines se soient mises à faire de moins en moins de vidéos, ou aient un peu délaissé YouTube. Globalement, on voit que c'est flagrant, et surtout, ça se vérifie beaucoup moins dans d'autres domaines. Si on compare à Cyprien, MrV ou même le Rire Jaune, qui se sont renouvelés, mais dans une moindre mesure et qui sont restés quand même très proches de leur format de base, à savoir le podcast, eh ben on voit que le niveau de vue est resté relativement stable. Il y a donc un vrai phénomène de baisse d'audience chez les youtubeuses beauté, en tout cas les premières. Et pour moi, la grande responsable, c'est Lena Situation. En réalité, pas vraiment, on va voir, il y a plein de facteurs différents, mais je trouvais ça plus accrocheur de désigner genre un coupable en mode « ouais, c'est ta faute et tout ». Bon, en gros, comme pour toute mode, je l'ai expliqué tout à l'heure, après la première génération, il y a eu une deuxième génération de youtubeuses beauté, où on peut citer par exemple Danae Makeup, Juste Zoé, ou même Gaëlle Garcia Diaz, même si je crois qu'elle a commencé quand même assez tôt les vidéos. Sauf qu'elles ont réussi à faire reposer le succès de leur chaîne quasiment entièrement sur leur personnalité. J'en avais parlé dans ma vidéo sur Lena Situation, mais c'est l'exemple typique de la relation parasociale avec la youtubeuse en question, où vous avez l'impression d'être son amie. Ces youtubeuses essayent souvent de garder un côté très artisanal pour rester proche de leur audience. Sauf que le problème, c'est que des grosses youtubeuses comme Sananas, Enjoy Phoenix ou même Je ne suis pas jolie, qui collaboraient avec des grosses marques, qui, on le savait, gagnaient beaucoup d'argent, lançaient leur propre ligne de vêtements ou de cosmétiques, et ça collait d'un seul coup beaucoup moins à l'idée qu'on se pourrait se faire d'une amie qui est proche, mais qu'on regarde juste par les vidéos. Et donc je pense que ça a fait baisser le niveau de lien parasocial. Et en plus, l'autre particularité de cette nouvelle génération,
c'est qu'elle s'est assez vite détachée du make-up. Elles en faisaient, mais c'était pas forcément l'attrait principal de leur chaîne, même d'année make-up ironiquement. On avait beaucoup plus des vidéos lifestyle ou même challenge ou alors storytime. Et ces nouveaux concepts, ils permettaient de sortir d'une case prédéfinie, mais surtout extrêmement concurrentielle. En effet, un des problèmes rencontrés par les youtubeuses beauté, c'est qu'elles recevaient toutes le même produit. Et même si leurs approches différaient un peu, on peut affirmer que les vidéos étaient quand même assez similaires. Et voir 6 youtubeuses parler exactement des mêmes produits, c'est pas forcément ce qui intéresse le plus les viewers, qui vont donc commencer à hiérarchiser les youtubeuses entre elles, et donc n'en regarder plus qu'une au lieu de regarder les 6. Et donc, quand une nouvelle offre est arrivée avec les youtubeuses lifestyle, forcément, dans leurs ascensions, elles ont entraîné la chute et la baisse de vue des youtubeuses beauté, parce que le public a commencé à s'en détourner petit à petit, voire à ne regarder qu'une youtubeuse qui fait du maquillage de temps en temps. Certaines youtubeuses se sont alors mises à adapter leur contenu, à l'image d'Enjoy Phoenix ou encore de Sandrea qui ont arrêté le make-up. D'autres, comme Sananas, ont perduré tout en injectant de plus en plus de lifestyle dans leurs vidéos. Et là, on pourrait se dire que c'est étrange. Si les plus grosses youtubeuses beauté ont arrêté le make-up, celles qui restent devraient capitaliser toute l'audience et tout le public et donc faire énormément de vues. Or, ce n'est pas le cas, car en plus de la nouvelle génération de youtubeuses lifestyle, une nouvelle génération de youtubeuses beauté est aussi arrivée. Une troisième quasiment. Des personnalités comme Marion Caméléon ou Ayo Coralie ont apporté des tutos de plus en plus sophistiqués, avec parfois des compétences professionnelles préalablement établies. Les youtubeuses beauté originelles se sont donc retrouvées coincées entre les youtubeuses lifestyle qui sont arrivées avec un nouveau concept et qui ont quand même continué à faire du make-up dans la vie de tous les jours, et les nouvelles youtubeuses beauté qui sont elles arrivées avec de plus en plus de compétences et donc un niveau technique plus élevé. Le déclin et la disparition de ces youtubeuses beauté apparaît donc comme un phénomène un peu inéluctable. Ce qui a permis à la plupart de ces youtubeuses beauté de perdurer malgré tout, parce que effectivement, je parle de disparition, mais en réalité, elle continue à faire des vues, à être très suivie sur Instagram. Je veux dire, la plupart, je rêverais de faire le nombre de vues qu'elles font. Mais par rapport à avant, il y a quand même eu une décroissance assez importante. C'est l'explosion d'Instagram, justement. Le réseau s'est rapidement imposé comme celui de l'influence et notamment des placements de produits, permettant à ces créatrices de maintenir un niveau de revenu, à mon avis, assez élevé, et surtout de garder une communauté qui regarde les stories, qui met des likes à quelques photos, mais qui donc constitue une base assez solide pour aller voir des marques et faire des projets avec des marques. De même, il faut rappeler que les partenariats sont aujourd'hui bien mieux rémunérés qu'au début, et cela quel que soit le niveau de vue. Voilà les facteurs qui selon moi expliquent le déclin des youtubeuses beauté qu'on observe, mais il peut aussi y en avoir d'autres. Par exemple, on peut penser au bashing qu'elles ont reçu et qu'elles ont subi pendant quasiment toute leur carrière. Enjoy Phoenix qui a eu un nombre de dramas pour tout et pour rien, mais même toutes, globalement, elles étaient énormément critiquées par les médias, voire même par les autres youtubeurs comme des jeunes écervelés qui se maquillaient juste devant leur caméra. Aussi, pour cette vidéo, je me suis donc plongé dans beaucoup d'études sur le rapport entre les youtubeuses beauté et les placements de produits, pour montrer l'efficacité du lien entre les deux, mais il y a quelque chose que j'ai relevé et qui est très intéressant selon moi, c'est qu'une étude soulignait que si une youtubeuse faisait trop de placements de produits, la cote de confiance des gens en cette youtubeuse pouvait baisser drastiquement. Et je pense que ça a pas mal coûté, notamment aux premières youtubeuses, qui donc ont fait au cours de leur vie énormément de placements de produits, ont collaboré avec énormément de marques, et donc comme je l'ai dit, déjà ça a fait baisser le lien parasocial avec le public, mais ça a également pu faire baisser la confiance des gens dans leur jugement ou même dans leurs vidéos de manière générale en se disant mais de toute façon elles passent leur temps à faire des vidéos avec des marques. Mais si je voulais faire cette vidéo, c'était pour revenir sur ce phénomène que je trouve très intéressant, mais aussi pour mettre fin à un mythe, celui de la croissance infinie sur les réseaux sociaux. En tant que créateur, il faut que vous sachiez qu'on est poussé par YouTube, mais également indirectement par vous, à tout le temps croître en termes d'abonnés ou en termes de vues. Croyez-moi, il suffit de suivre des créateurs sur Twitter et sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à le faire pour moi, pour se rendre compte que chaque vidéo qui fait un petit peu moins de vues ou même chaque baisse d'abonnés est vécue comme une véritable épreuve et comme un crève-cœur. Mais en réalité, à part quelques youtubeurs, quelques exceptions comme ceux que j'ai cités avant ou encore Squeezie, la plupart des youtubeurs finissent un moment ou l'autre par stagner, voire par perdre de l'audience. Il faut se rendre compte qu'un youtubeur perd naturellement des abonnés et des viewers,
parce qu'il y a des gens qui se désintéressent du contenu au bout d'un moment, parce qu'il y en a qui font autre chose, qui se mettent à travailler et qui délaissent YouTube. Et donc en réalité, un YouTuber qui stagne, c'est un YouTuber qui réussit à conquérir tout le temps un nouveau public. Assez pour pouvoir rééquilibrer la perte qu'il a, qui est complètement naturelle. Tout ça pour dire qu'on voit que YouTube est un monde qui a ses propres logiques, ses propres codes, ses propres règles, et qu'il faut à la fois constamment réussir à se renouveler pour ne pas se faire dépasser par la génération suivante qui n'attend qu'une seule chose, c'est de s'accaparer l'ancien public. Et le cas des youtubeuses beauté est pour moi complètement symptomatique de ce phénomène, mais j'aurais pu le faire par exemple également sur les chaînes de top, qui ont quasiment disparu ou se sont petit à petit transformées dans des chaînes de vulgarisation, alors qu'à l'époque ça écrasait tout sur YouTube. Mais dites-moi selon vous ce qui a fait disparaître ces youtubeuses beauté, quels impacts elles ont eu sur vous. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, dites-moi aussi si selon vous, vous comprenez pas du tout pourquoi je dis que les youtubeuses beauté sont en déclin. Merci énormément à Clarinette d'avoir accepté de participer à cette vidéo, honnêtement son témoignage m'aide énormément sur toute cette partie d'analyse de l'impact de ces youtubeuses. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne et à regarder ses vidéos. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, on se retrouve dimanche prochain 15h, il me semble qu'on va parler de la série Lupin. À dimanche prochain 15h, c'était Adam Bros. N'oubliez pas le pouce bleu, ciao!